Bonjour à vous. Vous êtes peut-être en train de conduire, de marcher, ou je sais pas, de faire semblant d'écouter une réunion tout en ayant un AirPod dans l'oreille. C'est très possible, oui. Ouais, peu importe en fait. Ce qui compte, c'est que vous êtes là. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tout le monde vit. Quelque chose que personne ne nomme vraiment d'ailleurs. Exactement. Et le pire, c'est que ça coûte une fortune. En énergie, en talent, en sens, et bien sûr en argent. On va parler de eux et de nous. Ah, le fameux gouffre entre les deux. Voilà. Ce gouffre, il est réel. Et il se reproduit en ce moment même là, tous les jours, dans des centaines d'organisations. Pour illustrer, nos sources nous donnent un exemple très précis. L'histoire de la boîte tech de 2025. Ouais, c'est ça. Une entreprise tech française en 2025, en pleine transformation liée à l'IA. Les résultats trimestriels chutent. Et là, instantanément, mais genre, avant même qu'on cherche une solution, les camps se forment. Comme un réflexe, quoi. Totalement. D'un côté, on a la direction qui dit, je cite, les jeunes ne veulent plus bosser, ils exigent du sens et fuient dès que ça devient sérieux. Et de l'autre côté, évidemment, la réponse des équipes ne se fait pas attendre. Bah oui. Les équipes disent, ils nous parlent de vision stratégique pendant qu'ils prennent leurs décisions en cercle fermé et ils nous traitent comme des variables d'ajustement. Le grand classique. Et pendant ce temps-là, personne ne gère le vrai problème. Personne ne bouge pour éteindre l'incendie. Chacun reste dans son camp hyper confortable dans sa version des faits. Le résultat, c'est quoi? 6 mois de retard sur les projets. Des talents clés qui partent. Ouais. Une organisation qui descend en altitude pendant que tout le monde s'accuse mutuellement. En fait, c'est ça, la polarisation. C'est pas une guerre ouverte avec des cris dans les couloirs, c'est plus insidieux. C'est une dépense d'énergie colossale, permanente, et surtout au service de rien. Du coup, là, je vous pose une vraie question à ceux qui nous écoutent. Allez-y, on fait l'exercice. Dans votre environnement professionnel actuel, ou même passé, ça marche aussi, est-ce qu'il existe un E? Un groupe, un camp, ce département qu'on pointe toujours du doigt? C'est ça, l'entité à laquelle vous pensez automatiquement quand un truc ne va pas. Nommez-le mentalement, là, tout de suite. On va en avoir besoin pour la suite de cette analyse. Et c'est important de l'avoir en tête parce que les chiffres qui décrivent ce phénomène ils sont juste brutaux. Qu'est-ce qu'elles disent les sources exactement? Sans nom Gallup, l'engagement en Europe stagne aujourd'hui entre 13 et 21%. C'est catastrophique. Attends, 13 à 21%? C'est tout. C'est tout. Et en France, c'est pire. 2 tiers des entreprises peinent à engager leurs salariés. En fait, les fractures se multiplient partout. Ouais, c'est plus juste le patron contre les ouvriers comme à l'époque. Exactement, c'est générationnel, hiérarchique, fonctionnel. C'est le terrain contre le siège, les employés hybrides contre ceux en présentiel total. Et ceux qui proposent de nouvelles idées contre ceux qui exécutent en silence. Voilà. Et pour illustrer l'absurdité de tout ça, il y a cette analogie dans nos documents, celle de l'avion. Je crois que tu l'aimais bien. Ah oui, la métaphore de l'avion, elle est incroyable. En gros, imaginez que l'entreprise est un avion en train de perdre de l'altitude. Les alarmes hurlent, les voyants sont au rouge. Situation de crise totale donc. Voilà. Et au lieu de se lever pour aider l'équipage ou de se préparer au crash, qu'est-ce que font les passagers? Ils se divisent en deux camps et ils se mettent à hurler sur l'équipage pour savoir à qui la faute. Plutôt que de sauver leur peau. C'est ça. Du coup, je te pose la question d'un point de vue comportemental. Pourquoi est-ce qu'on préfère avoir raison dans un avion qui s'écrase plutôt que de le sauver? C'est une excellente question et la réponse, elle est purement neurologique. C'est le câblage de notre cerveau. Comment ça? C'est de la biologie. Totalement. En fait, l'être humain, pour survivre depuis des millénaires, il a dû chercher l'attribut. L'appartenance au groupe, c'était une question de vie ou de mort face aux prédateurs. D'accord, donc on a besoin d'un groupe pour se sentir en sécurité. Voilà. Et ce logiciel primitif, il tourne toujours dans notre cerveau, même dans un open space hyper moderne. Donc, quand il y a une tension, si la direction ne crée pas un grand groupe sécurisant, le cerveau va en fabriquer un petit. Il crée sa propre petite tribu. Et le moyen le plus rapide de souder une tribu, c'est de désigner un ennemi commun, le fameux E. Hein, je vois. Nous, ceux du terrain qui souffrent, contre eux, ceux de la tour d'ivoire. C'est ça. Et une fois que cette ligne est tracée, le piège se referme avec ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ah, le biais de confirmation. C'est le fait de voir seulement ce qui nous arrange, c'est ça? Exactement, le cerveau filtre les infos. L'exemple classique dans nos notes, c'est le manager en retard. Ah oui, raconte ça, c'est tellement parlant. Imagine, un collègue de ton propre camp arrive avec 20 minutes de retard à une réunion. Qu'est-ce que tu te dis? Je me dis qu'il a eu un problème de métro ou un appel client urgent.
Je lui trouve une excuse. Voilà, tu es indulgent. Mais si ce retard, c'est un membre du camp d'en face qui le fait, le manager de l'autre service. Ah, bah là, c'est la prof qui nous respecte pas. C'est un incompétent qui s'en fout de notre temps. Exactement. Le fait objectif est le même, 20 minutes de retard. Mais ton cerveau a complètement déformé l'interprétation. C'est fou. Et du coup, dans cette atmosphère, nos sources expliquent que le cynisme devient une vraie armure. Une armure très lourde à porter, ouais. La victimisation, ça devient presque un sport collectif. Les dirigeants se justifient en disant « de toute façon, ils ne comprendraient pas nos contraintes financières ». Et les salariés disent « ils nous prennent pour des cons, donc on fait le strict minimum ». C'est ça. Mais au milieu de ces deux tranchées, il y a quelqu'un qui prend tout dans la figure, le manager intermédiaire. Ah, le fameux no man's land humain. Exactement. Les documents utilisent ce terme, et c'est terrible. Le manager intermédiaire, il est là, épuisé, à devoir traduire des mensonges entre deux camps qui refusent de s'écouter. Sa souffrance est énorme. Il passe son temps à amortir les chocs. Et ça crée des postures toxiques de survie dans toute la boîte. Ouais, on les connaît tous, ces profils. Celui qui reporte systématiquement la faute sur les autres services. Celle qui simule d'être constamment sous l'eau pour qu'on lui donne rien de nouveau. On en parle? Les chiffres m'ont fait halluciner. Entre 9 000 et 30 000 euros par an et par salarié. Rien qu'en mauvaise communication interne. C'est vertigineux. C'est énorme. Et ça, c'est sans compter l'innovation qui est complètement étouffée, le turnover, le burn-out. Les gens crament leur énergie à entretenir un conflit plutôt qu'à bâtir un truc solide. Mais du coup, et là, je pose la question qui fâche, est-ce qu'il n'y a pas un confort psychologique caché là-dedans ? C'est-à-dire? Est-ce qu'on n'a pas parfois besoin que la direction soit mauvaise ou que l'autre équipe soit incompétente, juste pour que notre propre frustration soit légitime ? C'est le tabou ultime et nos sources valident totalement cette hypothèse. Le conflit est devenu beaucoup plus confortable que la résolution. Parce que si on résout le problème, on doit se remettre en question, c'est ça, hein ? Oui, se plaindre donne l'illusion d'agir. Ça protège l'ego. Si c'est de leur faute, je n'ai rien à changer. C'est terrifiant. Mais bon, il est temps de confronter un peu cette théorie à la vraie vie. Notre plongée dans les sources nous offre deux histoires réelles. Deux entreprises dans le même contexte de départ, mais avec des destins très différents. C'est ça. La première histoire, franchement, elle serre le cœur. C'est une entreprise industrielle française, 150 personnes. Ils sont en pleine transition écologique. Un gros défi, donc. Un énorme défi. Et là, deux camps totalement irréconciliables se forment. D'un côté, la direction senior, très classique. Qui reproche quoi aux autres, du coup? Elle reproche le manque de loyauté des nouveaux arrivants. Et en face, t'as les équipes jeunes qui répondent par un cynisme de fou, qui hurlent au greenwashing parce que les process sont vieux. Et le manager au milieu? Un cadre intermédiaire confie carrément en privé « Je passe mes journées à traduire des mensonges des deux côtés. C'est dingue. » Et ça s'est terminé comment? En moins d'un an, tous les projets capotent. Le turnover monte à 35%. Ah ouais, un tiers des effectifs? C'est ça. Et le dirigeant finit en burn-out sévère. Le constat est terrible. Tout le monde avait ses raisons, tout le monde défendait ses valeurs. Mais tout le monde a perdu. C'est le crash de l'avion parfait. Personne n'était malveillant, mais la mécanique a tout broyé. Exactement. Heureusement, la deuxième histoire redonne un peu d'heure. Oui, même contexte. Même taille d'entreprise, mêmes enjeux écolos, même tension générationnelle. Mais là, il y a l'intervention du cabinet Joker Impact. Et ils ont amené une méthode spécifique, c'est bien ça. Oui, ça s'appelle le défi du nous invisible. J'adore le nom. Concrètement, ça se passe comment? Parce que ça a l'air facile sur le papier, mais face à des gens qui se détestent. C'est très encadré. La première étape, c'est que chaque personne, du stagiaire jusqu'au grand patron, nomme de façon anonyme son « il » du moment. Son « il ». Genre le camp adverse. Voilà. Ce qu'on blâme, on l'écrit, on le pose sur la table. Ça purge l'émotion. Mais la magie de la méthode, c'est qu'ensuite, ces « ils » sont transformés. Transformé en quoi? En responsabilité partagée. Sans aucun tribunal, sans aucun perdant désigné. Attends, t'as un exemple? Par exemple, la phrase accusatrice « il nous cache les vrais chiffres » devient « comment avons-nous collectivement accepté que la communication soit aussi floue ?» Ah, on passe de l'accusation à l'introspection de groupe. Exactement. Et ça a marché. Lors d'un atelier, la direction a fini par avouer, avec beaucoup de vulnérabilité, « écoutez, on a caché des contraintes économiques, pas par manipulation, mais par peur du conflit. On ne savait pas comment vous alliez réagir. » Waouh, ça c'est de l'honnêteté. Et les équipes ont répondu quoi? Elles ont admis un truc tout aussi fort. Nous utilisons parfois le « il » de la direction pour éviter de proposer des solutions concrètes et risquer de nous tromper. Le niveau de lucidité est impressionnant.
Et pour que ça dure, ils ont mis en place un rituel mensuel, le check-nous. Le check-nous, ils font quoi? Ils se font des câlins une fois par mois? Non, c'est très concret. Ils mesurent financièrement et temporellement ce que les camps leur ont coûté en énergie ce mois-ci. Genre, combien d'heures on a perdu à se taper dessus cette semaine. C'est brillant. Et les résultats sur le long terme? En 10 mois, les délais des projets ont été réduits de 40%, l'engagement est remonté en flèche, et surtout, des talents qui préparaient leur départ ont choisi de rester. Parce qu'ils se sentaient enfin dans un environnement adulte. C'est ça, un nous adulte, responsable et vivant. Les équipes appellent ça de la lucidité appliquée. C'est pas un conte de fées, donc c'est une vraie réorganisation mentale. Mais du coup, moi je me mets à la place de notre audience. Ouais, on n'a pas tous un cabinet de conseil sous la main. Voilà. Comment on fait ça au quotidien? Le mardi matin à la machine à café, sans consultant externe pour nous tenir la main. Comment on initie cette lucidité appliquée? Là-dessus, il faut écouter Sophia, la consultante de Joker Impact, citée dans les notes. Elle a une phrase géniale. Certaines cartes changent une partie, d'autres changent un destin. C'est beau. Mais ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre que tout le monde change d'avis en même temps lors d'un grand séminaire avec des post-it de toutes les couleurs. Ça n'arrive jamais. C'est clair, le changement magique et simultané, on n'y croit pas. Non. Sortir de la polarisation, ça commence quand une seule personne décide de jouer une carte différente. Avec cette fameuse vulnérabilité lucide dont on parlait. Exactement. Il suffit d'un dirigeant qui, en pleine réunion de crise, avoue « j'ai fait une erreur de communication là-dessus » ou un salarié qui dit « je me rends compte que je me plains de ce process sans jamais proposer d'alternative ». Juste une phrase authentique, ça casse la dynamique de la plainte. Ça coupe l'herbe sous le pied du système toxique, oui. Mais là, je vais faire l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas un peu naïf? Le syndrome des bisounours, tu veux dire? Ouais. Admettre ses torts face à un manager toxique ou une équipe super agressive, c'est tendre le bâton pour se faire battre, non? C'est une peur légitime, mais les sources sont très fermes là-dessus. L'honnêteté radicale, c'est pas chercher à ce que tout le monde s'aime en se tenant par la main, c'est chercher la clarté. C'est-à-dire, Le but, c'est d'être à sa juste place. Si tu utilises cette lucidité, que tu refuses de jouer le jeu du conflit cynique, tu vas voir l'entreprise telle qu'elle est vraiment. et parfois l'entreprise telle qu'elle est, elle est juste nulle. Exactement. Et si ça te permet de réaliser que les valeurs sont irréconciliables et que tu dois quitter cette boîte, eh bien c'est une victoire. Partir en ayant vu clair, c'est une victoire. Ce n'est pas une défaite. Ce qui est une défaite, c'est d'utiliser le cynisme pour se justifier de rester 10 ans dans une boîte qu'on déteste. Ah ouais. Le cynisme ne protège de rien du tout en fait. Il paralyse. C'est une prison dorée. Refuser de jouer dans les camps opposés, c'est vraiment la seule façon de reprendre le contrôle de sa vie professionnelle. C'est un retournement de perspective assez dingue. Bon, je crois qu'il est temps de faire la synthèse de tout ça. On a couvert pas mal de terrain. Ouais. Si on résume, la polarisation, ce fameux « eux contre nous », c'est un piège redoutable. C'est hyper confortable pour notre cerveau préhistorique, mais c'est destructeur pour notre travail. Ça coûte une fortune financièrement et ça bousille la santé mentale. Et pour refaire voler l'avion, la solution n'est pas de hurler plus fort, mais de déposer les armes de la victimisation, même si on est le seul à le faire. De jouer la carte qui change le destin. Exactement. Du coup, je demande à notre audience de repenser au « eux » qu'on a identifié au tout début de notre exploration. Ce camp adverse que vous aviez en tête. Voilà. Et l'appel à l'action de cette semaine, il est simple. Choisissez un geste. Un seul geste à poser d'ici vendredi pour sortir de cette tranchée. Ça peut être un email qui reconnaît un tort ou juste poser une vraie question pour comprendre l'autre service. C'est ça, un pas de côté. Et pour clôturer, tu avais repéré une dernière réflexion provocatrice dans nos sources, non? Oui, une vraie question à méditer ce soir ou demain matin. Imaginez que votre problème soit soudainement résolu, que ce fameux camp d'en face disparaisse ou devienne parfait. Le rêve, quoi. Eh bien, que feriez-vous de toute cette énergie soudainement libérée? Ah, la question qui pique. Oui. Est-ce que, au fond, vous n'avez pas un peu peur de découvrir ce que vous auriez à construire si vous arrêtiez de combattre? C'est profond. L'inertie a parfois bon dos. En tout cas, merci pour cet éclairage. Il est temps que l'avion reprenne de l'altitude. Ensemble de préférence. À très vite. À bientôt.